forme de mots, dessin. Il ouvre le cartable, prend un cahier, me lit une première page. Et encore, j'écoute sa voix éveillée, chargée d'une force intérieure qui, d'un aphorisme à un autre, jaillit dans la fraîcheur de la matinée. Silencieux, je suis les vibrations de la voix. Je ferme les yeux et j'écoute. Ces paroles, écrites dans la pureté de la nuit, me portent les mondes en tranches de résonance. En tranches de résonance. Mohamed, très grande valeur. Un rendez-vous bien précis, le vendredi vers 8 h du matin, tête à tête. Nous nous retrouvons dans la poésie et pour la poésie. Nous préférons l'intérieur du café, la bûche, un coin sans distinction particulière, sauf ce qui laisse la parole circuler entre nous. Je sais chaque fois que la vie ne nous permet pas de nous rencontrer à tout moment. Pour ce, je reste fidèle à l'appel, ainsi, avant de venir à Rabat. Qu'est-ce qu'il y a de mieux entre deux poètes que de se partager une amitié que façonnez-vous? Voici les petites plaquettes d'aphorismes, formes étranges. Quelques pages condensées, ligne après ligne, sous une couverture dessinée par une main qui diversifie les gestes absolument. Une fois et une autre. Notre matinée me donne la joie de lire. Un souffle emporté m'implore pardon de me citer, et c'est lui. Et ça fait toujours bizarre de se citer soi-même. Mais c'est lui qui me cite. Les poèmes d'un saint reluisent à l'aube, mais le paysan qui conduit sa charrette de légumes au marché, il y a un pour qui manque. Les poèmes d'un saint reluisent à l'aube, mais pour le paysan qui conduit sa charrette de légumes au marché, il s'agit des feux allumés dans une cabane au loin. Autre aphorisme, chaque soir je dois sortir pour promener la bête furieuse de mon envie de mourir. Je voudrais bien un jour communiquer avec ma joie. Il faut que l'odeur de l'arc-en-ciel me parvienne au moment de la levée du corps pour l'amour. Lorsque je vois un arbre, je cache mon cœur par respect. Fin de citation. Je m'arrête. Il faudrait laisser les aphorismes tomber, comme la pluie, dans la poitrine. Je veux lire les mondes, dans leur transformation infinie. L'aphorisme de Al-Majid Mejnoun surprend l'impalpable, guette le secret, tente l'impossible, creuse les sentiers du plaisir. Le rythme qui tresse la texture va et vient, joue et chante, dans des formes libres. L'aphorisme se maintient sur la page, et les vents de la culture arabo-islamique le laissent vibrer. Nous y sentons l'odeur de l'ascétisme. Extase du poète devant la beauté de la femme nous libère. Ici, la lecture double le plaisir d'être dans l'écrit qui ne se soumet pas. 5e paragraphe. Aujourd'hui, je revis la lueur de ces aphorismes comme si j'étais assis près d'un temps sans nom. Aujourd'hui, je revis la lueur de ces aphorismes comme si j'étais assis auprès d'un temps sans nom. Éloigné des vacarmes, concentré sur le destin de l'être, je laisse quelque chose dont l'écriture d'Al-Majid Mejnoun prend forme. C'est notre amitié qui me conduit, après tant d'années, vers l'éclatement de toute borne qui encercle vision et parole. Cet éclatement me parle d'un homme qui part pour ne jamais revenir. Il est le poète qui reprend à son compte une tradition ancestrale pour être là où il faudrait être. Veiller sur le sens et de la parole et du monde. Or, il n'est pas facile de transcrire ou de prononcer une telle phrase dans un pays comme le nôtre, le Maroc. Les discussions interminables entre Al-Majid et moi sur la langue, la subjectivité et le devenir nous ramènent à notre état d'orphelin. Ni à lui qui écrit en français, ni à moi qui écrit en arabe, une réponse frontale ne parvient pour calmer une douleur exténuante qui ne fait qu'augmenter notre doute sur le sens de l'écriture. Et avant-dernier paragraphe. L'amitié qui nous relie depuis une trentaine d'années nous sauvegarde des risques de déchirure qui gouvernent les rapports entre les intellectuels. Mon Dieu, c'est vrai. Pardon de nous dire, dans notre temps. Si vous savez. Ah, si vous savez. Mais vraiment, je suis ému de voir telle phrase.
Autant qu'elle jette des ponts entre nous, cette amitié consolide ce que nous partageons avec nos amis communs, si rares au Maroc ou à l'étranger. Conscient de la fragilité de notre temps, de la solitude de la culture dans notre vie, chacun de nous frappe sur la porte de l'autre à minuit pour descendre dans l'obscurité et le froid au plus profond de lui-même afin de laisser l'étincelle allumée. Dernier paragraphe de livre. Très beau texte. Et qui ne porte partiellement sur nous. Al-Majid Majloul nous apprend avec bonheur le chemin que les poètes recréent. Il est l'art de continuer à écrire les mots. Vraiment, je voudrais que vous remerciez pour moi ce grand ami qui est Mohamed Benis et qui est un très grand poète, qui me fait vraiment l'honneur de rédiger ces lignes qui m'émeuvent beaucoup. Et je donne tout de suite la parole à Faisal Gendouzi, que je vous demande d'écouter avec tout le soin et l'intérêt qu'il mérite. Merci pour la générosité de mon Mjid. C'est facile, c'est parler. Oui. Alors, je voudrais avant toute autre chose remercier les organisateurs de cet événement d'avoir rendu possible cette rencontre, et ceci dans une si belle et noble enceinte. Hommage nécessaire et juste à l'une des figures majeures des lettres marocaines francophones, mon cher maître et ami Mjid Benjelloun, qui, comme tout le monde sait pertinemment, est poète, aphoriste, romancier, historien, mais surtout et avant tout, un homme de bien, un homme dévoué à Dieu, un être spirituel dévoué à Dieu, et qui est devenu au fil du temps, pour certains d'entre nous, un motif de joie et d'orgueil, l'une des expressions du génie marocain, et de cette belle générosité de l'esprit que certains de nos écrivains ont eu la sagesse, voire l'humilité, d'accueillir, de cultiver et de déployer en tout état, et ce pour notre plus grand bonheur. Je voudrais aussi signaler dès cet instant une question qui me concerne. En m'invitant à participer à cette rencontre, je suis bien conscient que vous avez pris quand même un petit risque. Je m'en voudrais de ne pas être à la hauteur du défi. Pour tout dire, je ne suis ni écrivain, ni historien, ni poète, ni encore moins poète. Bien que passionné d'histoire, des lettres et de littérature et de poésie, finalement ce sont les métiers de l'audiovisuel qui ont eu la bienveillance de m'accueillir. Et je peux dire sans manquer à la vérité que je dédie ma vie à présent à tisser dans l'ombre chaleureuse de l'anonymat des images et des sons à la quête peut-être d'un invisible poème du réel qui ne finit pas et ne finira jamais de jouer à se cacher, à se dévoiler dans la transparence de notre regard. Par ailleurs, je me suis très rarement exprimé en public auparavant. Dans ces rares cas, je l'ai fait dans la langue que je maîtrise le mieux, l'espagnol, qui est pour des raisons personnelles, mais aussi éminemment marocaine, si vous permettez cet apparent paradoxe, une de mes langues maternelles. Ceci dit, qu'est-ce qui pourrait légitimer aujourd'hui ma présence dans cette noble table que vous avez constituée autour du Majid, hormis l'amitié et l'admiration qui me lient à lui? Si vous me permettez, je vais essayer de répondre à cette question dans la mesure du possible et le plus brièvement possible. Bien qu'autant généreux de naissance, mes aïeux sont originaires du Rif et ont vécu de très près tout le processus de colonisation espagnole, ayant participé à plusieurs chapitres de cette histoire. Mon grand-père, par exemple, combattit comme tant d'autres braves hommes aux côtés de Al-Khatami. L'oncle de ma grand-mère accompagna ce dernier dans son exil égyptien. Un autre membre de ma famille mourut en combat, pris dans le piège des soldats marocains que Franco employait dans la guerre civile espagnole, 35 000 soldats. Mon arrière-grand-père, qui était caïd dans la région de Nador, sauva
reçoit grâce à des rapports d'entente cordiales avec les autorités espagnoles et in extremis son beau-fils ou un grand-père, d'une condamnation à mort dictée par Franco, ce qui explique entre autres le fait que je puisse être aujourd'hui confortablement assis ici parmi vous. Je dis bien le fait et non pas la raison. Cela pour me citer quelques exemples, mais qui constitue quand même une des réalités que tant de Marocains ont vécu ou hérité. Tout cela n'explique pas certes ma présence ici, mais constitue néanmoins un exemple de la nécessité que tout citoyen a de connaître l'histoire de son pays, ne serait-ce que pour donner un cadre à la complexité de notre propre identité individuelle. Ma rencontre avec Abdelmajid Benjelloun ne pouvait être donc que question de temps, le temps d'atteindre une certaine maturité, qui ne se manifeste à mon avis que par un intérêt sincère, voire vital, envers notre propre histoire commune, et plus particulièrement dans mon cas, envers le chapitre, malheureusement encore aujourd'hui quelque peu méconnu, de la présence espagnole dans le Maroc. La lecture des œuvres d'histoire contemporaine d'Abdelmajid Benjelloun, mais aussi celle des autres éminents historiens comme Charles-André Julien, Germain Eliège, Abdullah Alaoui, pour ne citer que certains, concernant cette période très particulière du Maroc, fut pour moi providentielle. Et je sais que je ne suis pas le seul, loin de là. Du fait qu'elle me permit de me réconcilier largement avec mon propre passé, celui de mon pays. Comprendre donc mon identité et celle des miens en apprenant à la percevoir comme un mosaïque et non pas comme quelque chose issu d'une quelconque essence pure et qui se dégraderait avec le temps. À notre capacité à saisir la complexité du destin des hommes. Cette expérience est à mes yeux essentielle, en tout cas elle a été pour moi, dans la constitution de toute conscience nationale d'un individu. Cet intérêt pour l'histoire étant la condition sine qua non qui fonde la maturité de toute citoyenneté. Dans ce cadre, le travail accompli par Abdelmajid Benjelloun ne pouvait et ne peut être que remercié du fond du cœur, vu la noblesse et l'objectivité de son approche. Et j'ai lu pas mal de livres d'histoire, je crois pouvoir dire ça, la noblesse et l'objectivité de ton approche, la lucidité et la pertinence de ta réflexion, et surtout ne l'oublions pas, la modestie et la générosité de sa personne. Quelques années après cette rencontre, entre le lecteur anonyme que je suis encore et l'historien éminent qui était déjà, à ce moment je ne savais pas qu'Abdelmajid écrivait des aphorismes poétiques, qu'il dessinait son amour mystique dans des vers, ni encore moins qu'il expérimentait formellement le récit autobiographique ou le roman. Un projet de documentaire sur la colonisation espagnole et le mouvement nationaliste marocain dans la zone nord fut envisagé par un ami producteur à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Maroc. Et je fus invité à participer à sa préparation et à son écriture. Ce fut l'occasion de pouvoir rencontrer enfin Abdelmajid Benjelloun, que j'avais lu, et qui m'accueillit chaleureusement et m'aida fort généreusement, en démontrant par ce geste sa disponibilité sincère, inscrite déjà dans son travail en tant qu'historien, ne parvint pas à se réaliser. Les raisons sont nombreuses et n'ont point d'intérêt dans le cadre de cet hommage, mais je tiens à déclarer quand même une chose à titre personnel, c'est ma frustration lorsque je constate encore aujourd'hui les peurs qu'on en a toujours à affronter notre propre histoire d'un point de vue objectif, indépendant et non complaisant. Et par conséquent, tout aussi patriote de celui qui mérite la considération des responsables de nos médias. En tout cas, de cette rencontre découla néanmoins, je me félicite encore aujourd'hui, une belle amitié qui n'a cessé de se consolider avec les années et qui a maintenu intact chez moi l'admiration pour la personne et pour le travail d'Abdelmajid Benjelloun. Un travail qu'il a entrepris en solitaire, nous le savons tous. Et ceci, force est de le dire, sans toute la considération, ni le soutien, ni la reconnaissance qu'il aurait dû. Dans l'hommage aujourd'hui, une belle exception. À la
la seule, mais quand même. Mais je m'excuse, je vais prendre un peu de temps, mais j'ai envie de dire cela. Si l'historien que je suis, assoiffé d'histoire, a su trouver un excellent miroir dans les œuvres d'histoire de N'Djamena Barnabé, la joie que j'ai pu ressentir en tant qu'être humain, en découvrant ces aphorismes poétiques, ces réflexions philosophiques et ces illuminations spirituelles, dépasse de loin celle ressentie par le citoyen marocain que je suis. Soyons clairs, si l'histoire nous lie à nos particularités et nous renseigne du cadre dans lequel s'inscrit notre identité en tant que personnes qui font partie d'un État, et nous rend compréhensibles les enjeux de notre devenir, la pensée poétique nous renvoie à ce qu'il y a en nous d'incompréhensible. On n'est plus là pour comprendre, on est là pour faire face au mystère. Ce qu'il y a en nous d'ouvert et qui, de par ce fait, nous relie à l'univers, nous inscrit dans la création perpétuelle du temps et nous fait sentir la primordiale vibration de l'un qui traverse la multiplicité de notre vécu. Roger Munier a écrit que la pensée essentielle restaure l'unité du monde. C'est précisément ce sentiment d'unité que suscite en nous tout poème essentiel, toute pensée essentielle. Je retrouve à chaque lecture des aphorismes poétiques de N'Djamena Barnabé. Les exemples sont presque infinis et de ce point de vue, la production poétique de N'Djamena pose problème. Telle est la densité, la multiplicité qui la caractérise. Mais voici une pléiade d'aphorismes qui en donne l'exemple. Nos respirations débattent sur Dieu, sans nous. Par la respiration, tout homme recommence la mer, jamais inachevé. Autour de la lampe, c'est l'insecte du temps qui brûle l'air. Les pierres vibrent encore du cataclysme de la création du monde pour celui qui sait entendre. L'espace-temps n'est pas une symbiose simple, il constitue plutôt l'affrontement de deux danses. J'aime beaucoup celle-ci, elle me touche comme apprenti cinéaste. Homme, l'univers est achevé et tu ne peux rien lui ajouter d'autre que ton regard. Je suis sûr que la puce vit comme une puce et meurt comme un cosmos. La mort est une opportunité de doux silence qu'il faut saisir. Le silence est une mort inachevée dans la musique de l'infini. Il y a dans tous ces aphorismes quelque chose d'ouvert, qui cherche en nous un foyer capable d'accueillir leur dénouement. Comme le souligne Roger Munier, en parlant de la force contenue dans toute parole poétique, ce n'est pas l'éclosion d'un sens, mais seulement ici ou là, inespérément, quelque chose qui se dénoue. Saïd Afrouz, l'excellent journaliste. Il n'est pas là, c'est Saïd. Alors je vais lire le texte qu'il a eu de la grande bonté de rédiger pour ma petite personne. Réenchanter le monde. En lisant les aphorismes de Al-Najmi, on peut avoir le sentiment d'être en face de la manifestation d'une certaine transcendance. L'auteur semble écrire si librement ces textes en fragments qu'on dirait qu'il écrit uniquement pour lui-même, sans se soucier d'avoir des lecteurs, ou si peu. Une certaine étrangeté de l'univers qui s'égrène au fil des pages, d'une sorte de journal intime, intarissable le susurre. Transcendant sans doute, non par démarche autarcique, hautaine, mais plutôt par extrême modestie d'auteur
qui se laisse prendre au jeu du langage sans se soucier d'autre chose, sinon de la quête d'un moment de créativité. Un moment de méditation en tension permanente vers une sincérité d'émotion. On aimerait voir dans ces aphorismes comme une position à rebours de la culture de masse, émanant de quelqu'un qui passe tout son temps à se détourner de ce qu'on appelle l'audimat. Son goût ne se trouve pas de ce côté à coup sûr. Ici, au lieu de transcendance, on dirait du renoncement, un vœu de pauvreté. Un vœu de pauvreté. Je voudrais bien être avec. Cela semble se prouver par le choix de la connaissance, entre parenthèses, dans le sens de méditation dynamique. Fin de parenthèse. Contre le savoir dans le sens d'accumulation des connaissances avec une idée de possession vaine, de glorieux. Un choix qui se répète en leitmotiv jusqu'au dernier recueil, Rumi ou une saveur à sauver. Lui, il met à vous sauver du savoir, c'est bien. Il ajoute un plus à l'allitération, c'est bien. J'aurais dû penser. Ça fait un V en plus. Dans la même logique, sans être de l'élitisme pour de l'élitisme, le choix d'user d'un genre littéraire minoritaire au sein de la poésie elle-même minoritaire par rapport au roman, domaine de la narration, de l'histoire plus prisé parce que plus familier, le plus aisé où l'on se retrouve plus facilement dans la légèreté de l'anecdote, le faste du drame et la ravissante illusion de l'écoulement du fleuve du temps. C'est un beau texte. Vous voyez que les beaux textes ne me concernent pas. Tout cela peut s'appliquer à d'autres. C'est ça que j'aime. Y compris dans toutes les interventions. Mon oreille, le plus grand honneur qu'on puisse me faire, c'est de venir parler de poésie. Et accessoirement de ma petite personne. Et tout le monde l'a fait pour mon plus grand bonheur. Vraiment, c'est comme si tout le monde s'était mis d'accord alors que les gens ne se sont pas consultés avant de rédiger les papiers. Je continue. Pourtant, à bien y regarder, rien n'indique que l'auteur d'aphorismes se désintéresse totalement des lecteurs. Bien au contraire, le souci du livre et de la lecture du lecteur se trouve au cœur des préoccupations du poète. Plus de repli en retraite méditative que d'humilité feinte. Il y a attente de lecteur dans la finesse du partage, la preuve, le souci pour le prochain. Il me cite, pardonnez-moi, le rêve de ma vie, décider un prochain adieu. C'est tiré du recueil L'éternité ne penche que du côté de la mort. Ça rejoint un hadith très célèbre. J'invente rien. La solitude humaine est autant poignante que le regard intérieur est atrophié, comme le dit cet aphorisme, à l'humour noir. Il me cite, pardonnez-moi. Nos murs intérieurs sont plus hauts que les murs de nos immeubles. Fin de citation. L'intérêt omniprésent pour la femme, poussé jusqu'à la vénération, entre parenthèses, on pense à André Breton, Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, est le moteur d'une écriture dont l'attention vise à ranimer, sauver monde péchu, désenchanté. De même pour les objets les plus simples, la pierre, le ruisseau, aussi l'art, la peinture, la musique. J'avais pensé, et je l'ai oublié, j'avais pensé, le texte est presque terminé. J'allais venir avec une petite chaîne que ma fille m'a prêtée, ou me prête, pour écouter tout le long Najibonda d'Unkeltoum. Pour des raisons que j'aurais pu vous expliquer, mais entre-temps j'ai oublié. Pourquoi Najibonda? Dieu seul le sait. De même pour les objets les plus simples, la pierre, le ruisseau, aussi l'art, la peinture, la musique, Kalsoum, le tout formant comme les pages d'un livre divin que l'auteur relit, réinterprète pour éclairer les ténèbres intérieures.
Il y a des aphorismes comme des prières, car l'auteur est très croyant, sans être mystique. Dieu qui a raison. Déjà croyant, il est des mystiques. Il est des aphorismes comme des prières, car l'auteur est très croyant. Jamais rencontré cette personne. On a échangé des mails, il a écrit des articles sur l'antique-personne. Il a raison. Il a raison. La passion pour... Je sais même plus, je sais. Aimer l'art comme je l'aime est une sorte d'hérésie. Pardonnez-moi. La peinture, la musique et tout semble graviter autour de la femme. La passion pour la femme, une passion pour une perfection d'elle. Sans être le mystique qui croit en Dieu, mais ne lui associe rien, qui s'abîme dans le dénuement et le détachement de l'imaginaire, reste dans la fragilité toute humaine, faisant œuvre d'artiste sans en faire un instrument de prière. Il se permet d'exprimer ses profonds sentiments pour dire aussi haut que ses aphorismes peuvent se risquer à le faire, que tout ce qui enchante dans le monde provient du Créateur du monde, qu'il s'agit de glorifier au gré du souffle de vie. Vraiment, merci si ça aide, même si tu n'es pas là. Merci. Je donne le micro à Mélanie. Il y aurait peut-être des choses encore, mais je pense qu'il faudrait se ménager quelques instants de répit pour souffler un peu, n'est-ce pas? Peut-être pour reprendre après, il y a encore des petites choses, si vous le permettez, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Et je le pense aussi en même temps. J'ai le texte en espagnol et j'en ai fait d'autres traductions en français. Pour te laisser te reposer, je vais lire donc le texte en espagnol et la traduction que j'en ai faite. Parce que je ne suis pas... On suscite particulier, je pense que c'est le seul peuple au monde capable de déformer autant les noms. C'est-à-dire tous les noms, Dios en Toledo, buen lugar para encontrarnos de culturas diferentes que sepan descubrir sus comunes y profundas raíces. Sentí que se establecía, además de simpatía, comprensión mutua, y descubríamos temas y sus correspondientes enfoques que los dos considerábamos claves para el entendimiento de la realidad y el desarrollo personal. He ido adentrándome en su poesía ante la que siento, además de reconocimiento de su valor, gran proximidad. Aprecio en ella creatividad, un misterio tan turbador como revelador, una original capacidad de sorprendernos, gran dominio del lenguaje a través de traducciones, pero con la convicción de que son capaces de salvar las esencias de la poesía. Y lo que importa más, el hecho de que se trate de verdadera poesía, espiritualidad, profundo sentido de trascendencia. El poeta alcanza su objeto en la búsqueda misma, puesto que el objetivo no existe, y el motor y verdadero destino, por llamarlo así, dado las bienvenidas insuficiencias del lenguaje, está fuera de lo conocido y de lo inconocible. Por esto nos habla de un mundo que es tan visible como invisible, o por mejor decir, creado por la mente para estímulo de nuestra sed de absoluto. La palabra haya
lazos, son las palabras de nuestro bien querido Abuji. Lazos misteriosos con el sentido, y cada palabra es expresión de nuestro asombro ante la verdad.